Bonsoir tout le monde. En tant que présidente du département des immigrés, je suis fière de vous accueillir ici à la Maison du Peuple à Esch. Ce soir, on est sur le thème les discriminations sur les lieux de travail. Je remercie Sylvain Bech que dès le début a accepté notre invitation. Cette étude qui va suivre de la table ronde s'intègre dans la semaine contre les discriminations qui a commencé vendredi au Centre culturel Altrimenti avec le vernissage de Nelson Eves et Sophie Thierry. Et on est dans la pour commémorer plus de 37 années d'action et de lutte que nous organisons cette semaine. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps et je passe tout de suite la parole à José Correira qui va vous présenter un peu Sylvain Bech. Merci et bonne soirée. Alors bonsoir, Sylvain Bech est directeur du CEFIS ASPL, travailleur social de formation, chercheur formateur et auteur de publications dans les domaines de l'immigration, de l'asile, de l'intégration et de la discrimination. Expert en statistiques et politique migratoire, il est membre du réseau européen des migrations, le EEMN, un des auteurs du rapport de l'étude sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg, une étude qui a été faite en 2021 et qui a été présentée à la commission parlementaire en mars de cette année. Je passe donc la parole à Sylvain Bech. Bon, d'abord, un grand merci pour avoir l'occasion de présenter l'étude sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg. Un grand merci aussi à l'OGBL, qui était une des organisations qui a participé à la réalisation de l'étude. Donc, merci. Et donc, je vous présente cette étude qui a été menée par le CEFIS, qui a mené une étude qualitative, une enquête qualitative, et le LISER qui s'est occupé du volet quantitatif. Donc là, vous voyez, en fait, c'était deux approches complémentaires dans le cadre de cette étude, suite à une motion de la Chambre des députés il y a quelques années, suite notamment dans le contexte de l'étude Being Black qui a été présentée lors du 40e anniversaire de l'ASTI au Luxembourg, avec les résultats du Luxembourg, et puis aussi suite aux manifestations autour du décès de George Floyd aux États-Unis. Donc la Chambre a voulu, la Chambre des députés a chargé le ministère de la Famille et de l'Intégration de faire une telle étude, qui nous a chargé, et le LISER, pour faire cette étude. L'enquête quantitative, c'était un questionnaire en ligne du LISER. Et puis l'enquête qualitative, on a mené des entretiens semi-directifs avec des acteurs ayant un lien direct ou indirect avec la lutte contre le racisme et les discriminations. Et on a aussi mené une analyse légale et institutionnelle. Donc là, c'était d'abord le volet quantitatif. La seule chose, en fait, peut-être, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il faut se dire, c'était un échantillonnage sérieux qui a été fait par le LISER sur base d'un échantillon de 15 000 personnes, avec la préoccupation d'avoir une bonne représentation des populations à risque de discrimination. Et donc, ils ont pu extrapoler les résultats à l'ensemble de la population résidente du Luxembourg. Donc ça, c'est au niveau, un des volets, c'était le racisme et les stéréotypes. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur la question de savoir si les gens, les résidents du Luxembourg, pensent à une hiérarchie entre différentes races au Luxembourg, en raison de différents traits liés à leur nationalité, à leur origine, à leur couleur de peau ou autres traits culturels. Il y a 4% des résidents qui établissent une hiérarchie entre les races, entre guillemets. Donc c'est en fait un résultat qui est, on peut dire, qui est assez présent parmi les différents groupes de population, les différentes catégories, les jeunes, les personnes âgées. C'est un sentiment qui est répandu plus ou moins à 4% dans les différents groupes de population.
11% ne souhaitent pas avoir un voisin. Ah, ok. 11% des résidents souhaitent éviter un voisin de type ethno-racial particulier. Les voisins les plus cités, et ça vient dans toutes les différentes parties de l'enquête, sont grosso modo les Arabes, les musulmans, les personnes de couleur et les Roms. Donc c'est ceux qui sont les plus indésirables comme voisins. Et 6% des résidents souhaitent éviter un supérieur de type ethno-racial. Donc comme je vous ai dit, ces parts ne varient pas significativement selon les différents groupes de population. Un tiers, grosso modo, pense que le racisme a augmenté ces 5 dernières années. Un tiers, grosso modo, pense que c'est resté au niveau statu quo. Et un tiers dit « je ne sais pas ». Donc vous voyez, en fait, ce sont les luxembourgeois en bleu, et puis les personnes âgées 55 ans et plus pensent que le racisme a augmenté au cours des dernières années. Une conclusion, un des constats de l'étude, c'est les stéréotypes qui sont bien ancrés dans la société luxembourgeoise. C'est un constat à la fois de l'étude quantitative, mais aussi du volet qualitatif de l'étude. Un tiers des résidents pensent que certains groupes sont responsables d'une hausse de la violence et de la criminalité. Grosso modo, un tiers qu'il y a certains groupes de population qui ne respectent pas les règles de voisinage. Un tiers, grosso modo 29% des groupes qui profitent des aides sociales. Et 25% qu'on ne peut pas faire confiance à certains groupes. Et il y a aussi un item, 13,5% pensent que certains groupes travaillent moins bien que les autres. Les groupes les plus visés au niveau de ces stéréotypes négatifs, de cette discrimination négative, sont en fait de nouveau, grosso modo, les Roms, les personnes de couleur, les musulmans et les Arabes. Donc c'est toujours les mêmes groupes qui reviennent. Parfois, il y a les Noirs qui sont devant les musulmans ou les Arabes, mais donc c'est toujours ces groupes-là qui viennent en priorité. Parfois aussi, mais ça c'est plutôt en 4e position, les Portugais, les ressortissants portugais. Sur les discriminations, il y avait d'un côté la question si les personnes ont été témoins ou proies que la discrimination est répandue, très répandue ou pas du tout répandue, sur base de différentes caractéristiques. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que la méconnaissance du luxembourgeois est perçue par les résidents au Luxembourg comme une caractéristique discriminante, très répandue dans la société. Devant la couleur de peau, 48%, signe culturel distinctif, 48%. Et donc, en parenthèse, vous voyez des proportions au niveau de certaines personnes. Donc, les noirs AI, c'est les personnes qui s'auto-identifient à une personne de couleur. En fait. AI, ça veut dire ça. Dans les secteurs suivants, recherche de logement. Bon, vous connaissez la problématique du logement au Luxembourg. Ce sont les secteurs sensibles au niveau de la discrimination. La recherche d'emploi, considérée comme un secteur sensible. Les réseaux sociaux et les lieux de travail. Donc ça c'est en termes au niveau des témoins. Si on regarde maintenant au niveau des victimes, c'est-à-dire est-ce que les personnes résidant au Luxembourg ont été victimes de discrimination dans les différents domaines sociétaux. Lieu de travail 17%, enseignement 17%, recherche d'emploi 15%, logement 14%, réseaux sociaux 11%. Et donc ici, c'est le graphique au niveau du lieu de travail. Donc les personnes qui se sentent le plus discriminées sur le lieu de travail. Donc ça, c'est les personnes qui s'auto-identifient personnes de couleur noire, 41%. SSA, c'est subsaharien. Et puis portugais, 33%. Donc on a pris le focus un peu sur le lieu de travail. Donc on essaye de mettre ce soir un peu le focus sur les lieux de travail. Mais de manière générale, on trouve de nouveau, grosso modo, sur les différents items, de nouveau les mêmes groupes de population. Donc il y a certains groupes qui sont vraiment des populations à risque. Quel type de discrimination les personnes ont vécu?
Donc d'abord, c'est un sentiment général d'injustice. Donc on n'a pas défini autrement injustice, donc ça peut être une inégalité de traitement. Il y a aussi surtout les insultes qui font partie des micro-agressions dans la vie quotidienne en fait. Et puis il y a aussi les indicateurs linguistiques, langue, accent. Donc de nouveau, vous voyez qu'il y a aussi la question de la langue qui intervient. Ce qui est une des conclusions principales de l'étude, c'est un peu l'invisibilité du racisme et des discriminations. D'un côté, parce que 2/3 des victimes de racisme ne déclarent rien, ne se manifestent pas, pour différentes raisons. Soit qu'on juge, ça n'apporte rien, on ne peut pas avoir un avantage à se plaindre, ça coûte beaucoup d'énergie. Il n'y a rien qui en sort, soit parce qu'on dit que ce n'est pas suffisamment grave, parce que c'est du racisme quotidien qui se produit régulièrement, mais ça ne sert à rien de se plaindre. Des fois aussi par manque d'informations, parce que c'est compliqué. Et grosso modo, il y a 10 personnes qui se plaignent, et donc ça montre en fait qu'il y a une invisibilité du racisme et des discriminations au Luxembourg. Et les gens ont souvent en tête seulement la question du racisme visible, conscient, et des discriminations visibles, alors que la grande partie est en dessous de l'eau. Ici, c'est l'enquête qualitative qui a été faite par les CEFIS. On a rencontré, grosso modo, je pense, 139 personnes de 67 structures, organismes publics, mais aussi organismes privés de différents domaines sociétaux. C'était une étude générique qui n'est pas allée dans les détails au niveau de l'enseignement, au niveau du travail, au niveau des loisirs, mais c'est une étude générique pour avoir une vue d'ensemble. Et donc on a rencontré 139 acteurs de terrain et experts pour avoir leur expérience de confrontation au niveau de la discrimination et du racisme. Et puis on a fait aussi une analyse légale et institutionnelle, et donc vous voyez déjà aussi au niveau de l'étude qualitative, on a fait l'analogie avec l'iceberg du racisme. Donc un dixième du racisme est visible et 9 dixièmes sont en dessous de l'eau. Il y a d'un côté, on a regardé au niveau des structures, il y a souvent la question du racisme n'est pas thématisée au sein des structures, que ce soit au niveau des organismes publics, aussi parfois privés. Et il n'y a pas vraiment une stratégie d'aborder cette thématique. Il y a aussi, au niveau de la compréhension, les structures ne font pas différence entre discrimination et racisme. Est-ce que le racisme, c'est une forme de discrimination ou est-ce que c'est deux phénomènes différents? Il y a aussi une différence entre les administrations publiques, le secteur public, de percevoir les phénomènes et les acteurs de terrain de la société civile ou les syndicats ou d'autres structures. Notamment, les organismes publics voient plutôt un problème de communication et de compréhension. Ils mettent ça sur la question de la compréhension, des difficultés de se comprendre entre cultures différentes, alors que les structures privées, au contact avec le terrain, voient ça plutôt comme un phénomène affectif de racisme ou de discrimination. Il y a aussi un problème, pas seulement au niveau du racisme et des discriminations, mais aussi et surtout là, dans ce domaine-là, il n'y a pas de données en fait sur le racisme et les discriminations pour différentes raisons. Soit il y a les personnes qui ne se plaignent pas, soit parce que les structures ne recensent pas les données, ou soit qu'il n'y a pas harmonisation pour saisir les données. Donc c'est difficile, ça participe en fait à l'invisibilité du racisme et à son interprétation. Au niveau des formes du racisme et des discriminations qui existent au Luxembourg, le racisme a plusieurs formes, donc il est protéiforme. Il y a ce qu'on appelle un peu le racisme inconscient qui peut aussi aboutir à l'acte de discrimination visible et intentionnelle. Discrimination, c'est plutôt l'acte de discriminer, l'acte de traiter une personne de façon différente par rapport à une autre personne. Et ce qu'il y a au niveau des formes les plus visibles, ça c'est évidemment le racisme idéologique, hate speech, qu'on voit aussi parfois dans les réseaux sociaux.
le discours haineux. Ça, c'est souvent un racisme visible, mais c'est essentiellement aussi au niveau des réseaux sociaux, qui est alimenté aussi par des mouvements, un peu par l'extrémisme de droite. On trouve là des indications dans les rapports de la police grand-ducale. Les formes plus invisibles qui sont plus nombreuses, donc vous savez aussi, sans doute au niveau du lieu de travail, il y a souvent un racisme voilé, insidieux, sournois. On ne dit pas je ne t'aime pas, mais on discrimine de façon soft, sournois, voilée. Donc comme ça, on ne peut pas prouver qu'on est discriminé. Il y a les micro-agressions quotidiennes, qui est vraiment une forme très présente de racisme au Luxembourg. Ce sont en fait des personnes qui subissent... il y a une personne qui vient, il y a une personne de couleur, on adresse directement la parole, par exemple, en français. Alors que la personne comprend peut-être parfaitement aussi le luxembourgeois, mais à force d'avoir ce mécanisme-là 100 fois par jour, pendant 350 jours, elles ne se sont pas considérées comme faisant partie, par exemple, de la société. Il y a aussi, par exemple, donc la femme, il y a une personne de couleur dans une entreprise, et on la situe comme femme de ménage, et on ne peut pas imaginer qu'elle puisse occuper une fonction supérieure dans une entreprise. C'est ce qu'on appelle les micro-agressions quotidiennes, qui sont assez présentes au Luxembourg. Discrimination négative inconsciente, ça c'est un peu, on adresse la parole d'office en fonction du visuel qu'on a de vous. J'adresse la parole peut-être en français à une personne de couleur, donc ça c'est la discrimination négative. Discrimination souvent inconsciente aussi. On ne veut pas forcément discriminer, donc c'est souvent inconscient. Discrimination indirecte, ça c'est des règles qu'une entreprise se donne, et puis il y a certaines personnes qui, parce qu'ils ne connaissent peut-être pas la langue, ils sont discriminés indirectement. Donc la règle vaut pour tout le monde, mais elle ne tient pas compte du fait qu'il y a une diversité culturelle et que peut-être qu'il y a un problème de compréhension. Discrimination systémique, on revient par après là-dessus. Il y a aussi une problématique, l'intersectionnalité. Souvent, la discrimination ne se manifeste pas seulement par rapport à une caractéristique, mais par rapport à plusieurs caractéristiques. Étant, par exemple, femme plus étrangère ou femme de couleur plus femme avec enfant, monoparentale, donc ça rajoute. Et donc, ce sont des personnes les plus à risque et les plus vulnérables. Au niveau de l'emploi, un petit focus sur l'emploi. Donc, le racisme au Luxembourg et la discrimination a lieu, donc, comme vous pouvez l'imaginer, entre l'employeur et les salariés, ou la personne en recherche de l'emploi, entre collègues de travail. Ça, c'est aussi intéressant lors des contacts entre salariés et clients, lors des échanges entre une entreprise employeur et une entreprise client, utilisatrice ou partenaire, par exemple dans le nettoyage, entre une personne et un service public dans le champ du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé en fait au niveau de l'étude qualitative? Il y a surtout un ressenti de discrimination qui a lieu à un accès inégal au marché de l'emploi. Vous savez très bien que les ressortissants non communautaires ne sont pas traités de la même façon pour accéder au marché de l'emploi que les ressortissants communautaires. Ça c'est en fait inscrit dans la législation européenne et aussi nationale. Il y a au Luxembourg ce qu'on a assez fortement une segmentation et une ethnostratification du marché de l'emploi qui favorise l'entre-soi. Donc il y a des équipes de travail qui peuvent fonctionner entre soi. Ce n'est pas forcément mal en tant que tel, mais il y a comme ça une reproduction de certaines unités ou des équipes ou de secteurs de travail où on ne trouve que telle ou telle nationalité, ou au niveau du nettoyage, on trouve rarement je caricature un peu, rarement des luxembourgeois. Dans le secteur de l'ORECA, on trouve d'autres personnes que dans la fonction publique, ça vous savez. Et ça se reproduit aussi parfois au niveau du secteur de l'entreprise.
Et cette segmentation est déjà à l'œuvre, ça vous voyez aussi, lors de la remise des diplômes ou des certificats d'apprentissage. Donc on voit au niveau de la consonance des noms, tel diplôme, un artisan de tel métier, ça peut être un allemand ou ça peut être un portugais. Donc il y a déjà une reproduction aussi au niveau de l'école. Ce qu'il y a aussi au Luxembourg, ça je laisse un peu dans la salle, est-ce que c'est mauvais en soi ou pas, mais c'est quelque chose qui se fait, c'est le recrutement par filière, par une procédure inofficielle à côté de l'administration de l'emploi. Et c'est en fait, on remplace une personne par des connaissances. Et donc l'offre d'emploi n'est pas forcément ouverte ou visible à toutes les personnes qui pourraient répondre à cette offre d'emploi. C'est un peu ce recrutement par filière non officielle, ce qui peut aussi conduire de nouveau à la stratification du marché de l'emploi et à un sentiment de discrimination aussi. Alors, quelques exemples. Donc, l'aversion de l'employeur à recruter certaines personnes. Le fameux exemple du CV avec photo. Si au niveau du CV on voit la photo, donc là c'est un exemple qui a été signalé. Avec envoi de la photo, la personne n'a pas eu un entretien. Sans envoi de la photo, elle a eu l'entretien. Il y a cette question du filtrage invisible et dissimulation du patron. Il y a des cas où les recruteurs ne proposent pas des postes à des personnes racisées, donc appartenant à des groupes à risque, car ils supposent que les managers ne les accepteraient pas. Donc vous voyez déjà, en fait, et ça participe à l'invisibilité aussi du racisme, et ça devient un peu un racisme, discrimination un peu systémique. Peut-être au niveau qualitatif, je vais encore ajouter, je ne veux pas dire qu'il n'y a que du racisme ou des discriminations au Luxembourg. L'étude qualitative met seulement en évidence les mécanismes et les formes en fait, de racisme qui existent et de discrimination. Donc ça, c'était un exemple qui était signé par les organisations patronales. Il y a aussi parfois des injonctions à discriminer. C'est rarement, mais ça existe. Envoyez-moi des candidats de tel ou tel... ne m'envoyez pas des candidats de tel ou tel profil. Donc ça, c'est rare, mais ça existe, ça a déjà existé. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi, ce que notamment les organisations syndicales, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi des organisations de la société civile qui nous l'ont signalé, c'est ce qu'on appelle la racialisation des tâches, c'est-à-dire on essaye en fait, ça participe à l'ethnostratification, on essaye de mettre, de protéger en fait, entre guillemets, les clients du regard, de ne pas voir en fait une personne de couleur ou une personne avec un foulard pour ne pas incommoder les clients. Donc ça existe aussi, ça s'en appelle la racialisation des tâches. Parce qu'elles ont une certaine couleur, on ne les met pas dans certains endroits quand elles sont maghrébines. Parfois, il y a des clients qui refusent des dames parce qu'elles sont noires. Donc aussi des clients. Ça peut être le nettoyage, par exemple. Dans le secteur de la restauration, c'est compliqué car le premier contact avec les clients, c'est l'apparence et on juge là-dessus. Préjugés, stéréotypes, microagressions, ça c'est un peu la première citation. On peut faire ce qu'on veut, mais on ne nous reconnaît pas dans nos compétences. Donc ça c'est vraiment un appel aussi qui a été donné. Nous sommes toujours dans la situation de devoir prouver notre valeur. Et en dernière phrase, nous avons les compétences et l'expérience, pourquoi on ne nous met pas dans les positions pour transmettre ce que nous savons. Donc c'est la question que j'avais soulignée tout à l'heure. Au niveau, on ne peut pas imaginer qu'il y a une femme, par exemple, portugaise, qui peut être autre chose qu'une femme de nettoyage. Bon, je caricature donc ça, au niveau du stéréotype. En tant que délégué, quand je me déplace dans les magasins avec une collègue blanche, les gens qui posent des questions vont s'adresser à la femme blanche plutôt qu'à moi, femme noire. On pense que le blanc est plus compétent. Donc ça participe aussi de cette micro-agression qui est vécue comme une insulte par la personne.
Bon, là, c'est les comportements injurieux, blagues déplacées. Donc là, il y a, donc ça peut aller sale arabe ou sale portugais. Bon, ça, on entend, même parfois dans la vie quotidienne. Et il y a aussi, de nouveau, c'est peut-être pas très répandu, mais encore c'est à voir. C'est le refus du service dans le cadre d'interaction professionnelle. On a relevé 2 citations. Un client d'une grande surface de marchandises de bricolage qui ne voulait pas se faire servir par une dame d'expression allemande et souhaitait être conseillé par un homme d'expression luxembourgeois. Ou un résident d'une maison de soins ne voulait pas qu'une employée capverdienne se charge de sa pédicure parce qu'elle était noire de peau. Donc ça, c'est des exemples qui ont été relevés. Après, ce qui est aussi, et je pense que votre organisation est à le regard aussi là-dessus, il y a en fait des zones un peu limites ou des zones, est-ce qu'on peut les qualifier de racisme? Est-ce que ça s'approche de l'exploitation, de la traite des êtres humains, du harcèlement? Donc j'ai vu que vous avez aussi là une brochure sur le harcèlement moral. Donc ce sont en fait des dimensions qui peuvent générer des discriminations ethno-raciales. Il y a les regroupements linguistiques, c'est quelque chose de naturel. On se rassemble entre semblables qui parlent la même langue, mais ça peut vite mener à une mise à l'écart et ça peut, si ça devient répétitif, ça peut mener à l'exclusion et même à une forme de harcèlement, ou être un élément constitutif de harcèlement. Les exigences linguistiques démesurées, c'est là-dessus aussi qu'il y a un sentiment, un ressenti de discrimination qui se fait, parce que les gens doutent parfois, mais pourquoi lui il a eu pour ce poste-là ce poste-là, alors que moi j'aurais pu l'avoir aussi, et ils ont fait des exigences linguistiques inappropriées par rapport à la fonction du poste. Ça peut se faire au niveau de l'accès à l'emploi ou de promotion interne. Et puis il y a toute cette question de l'exploitation. Donc vous savez aussi qu'au Luxembourg, c'est un pays d'immigration, il y a toujours de nouvelles vagues d'immigration. Et donc, il y a des migrants, ou parfois aussi des femmes migrantes vulnérables des pays de l'Est, de l'Europe ou d'autres pays, qui sont presque obligés à accepter des conditions de travail pour gagner leur pain et qui ne connaissent pas le droit du travail. Et donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est prêt là de la traite des êtres humains? Est-ce qu'on est là en face d'une discrimination indirecte ou même d'une discrimination directe? Les victimes, comment les victimes agissent? Ils n'agissent pas normalement. Garder les silences pour rester invisible, c'est la stratégie la plus privilégiée en fait par les victimes de discrimination. Donc de nouveau l'iceberg. L'autre, c'est fuir, quitter son emploi ou se replier sur sa communauté. Et donc ce sont les 2 stratégies les plus présentes au Luxembourg. Oser s'exprimer, souvent c'est seulement quand on est vraiment au bout du rouleau. Et vous savez, au niveau du travail, quand on est dépendant d'un salaire, Luxembourg c'est un petit microcosme, donc on réfléchit 2 fois avant d'entamer les démarches. Donc il y a au niveau invisibilité, donc pas de prise de parole, réticence générale à porter plainte. Il y a aussi parfois difficulté à verbaliser. Il y a aussi un contrôle social. Des fois, la première génération dit à la deuxième, écoute, ne fais pas une histoire avec ça. Tu es là pour travailler et ne vous respecte pas. Donc il y a aussi cette pression parfois au sein des communautés. Il y a ce que vous savez aussi au niveau du travail et aussi au niveau du harcèlement, c'est la question de la preuve, de l'absence des témoins. Et il y a aussi parfois les structures et mécanismes qui ne sont pas connus et peu de données. Au niveau du cadre légal, ce qu'il y a là, on a un cadre légal qui est plus ou moins complet, mais le droit peine à être appliqué. Donc c'est plus une question d'application de la législation, même si encore on peut améliorer la législation au niveau, que ce soit au niveau du droit du travail, mais aussi au niveau du droit pénal ou civil.
Et on a recensé quelques condamnations au niveau des discours haineux sur les réseaux sociaux. Il y a quelques condamnations qui existent. Par contre, il n'y a pas au niveau de racisme, discrimination ethno-raciale, on n'a trouvé aucune condamnation au niveau de la discrimination ethno-raciale, que ce soit au niveau des tribunaux de travail ou que ce soit au niveau du droit pénal. Donc c'est un article qui n'est pas appliqué. J'ai dit pourquoi tout à l'heure. Il y a aussi, vous savez que les syndicats comme l'OGBL, LCGB, mais aussi les associations qui ont un agrément du ministère de la Justice, ASTI, CLAI, Caritas, peuvent se porter partie civile, peuvent soutenir la victime de racisme ou de discrimination, mais on peut compter sur une main les situations. Donc c'est aussi un article qui n'est quasiment pas appliqué. Souvent de nouveau parce que les structures n'ont pas, d'abord parce qu'il y a la problématique de la preuve et de nouveau de l'absence de témoins, mais aussi parce que les personnes n'osent pas contacter ou entamer en fait une démarche. Et il y a aussi une lisibilité des cadres légaux qui est compliquée au Luxembourg. Il y a le droit, par exemple, le harcèlement. Par exemple, le harcèlement antidiscriminatoire, vous avez dans le droit civil ou dans le code du travail, mais au niveau du droit pénal, c'est le harcèlement obsessionnel. Donc il y a différentes lisibilités des cadres légaux et c'est pas facile à lire en fait les différents cadres légaux au niveau des discriminations. Là, au niveau des dispositions légales, il y a maintenant un projet de loi qui, si quelqu'un commet un délit ou un crime, et si c'est motivé par la haine de l'autre, de l'étranger, la haine raciale, c'est poursuivi, ça va être incriminé plus gravement, donc c'est sanctionné plus sévèrement. C'est un projet de loi. Il y a un certain nombre d'acteurs qui existent au Luxembourg, la plupart des acteurs n'ont pas de mission spécifique par rapport aux discriminations. Il y a le CET, le Centre d'égalité de traitement, qui est aussi ici présent, qui a une mission au niveau de discrimination, d'égalité, de lutte contre les discriminations, égalité de traitement, mais plutôt une mission d'information, d'orientation et de sensibilisation. Donc ce n'est pas une mission maintenant d'ester en justice. Donc c'est un organisme qui a des moyens limités, même si pour l'instant on essaye aussi d'augmenter les ressources du CET. Au niveau travail, exemple de l'emploi, il y a les délégations d'entreprise qui ont une mission générale de défense des intérêts des salariés et aussi l'égalité de traitement. Mais ça reste au niveau assez général, au niveau du Code du travail. Le délégué à l'égalité qui est parfois contacté aussi par un autre délégué à l'égalité qui est seulement compétent pour homme-femme, femme-homme. Mais parfois c'est perçu de l'extérieur, c'est un délégué pour tous les motifs d'égalité. Donc handicap, orientation sexuelle, entre guillemets, race vraie ou supposée, nationalité, etc. Donc ça c'est aussi une problématique un peu au niveau institutionnel. Peu de visibilité de la discrimination au milieu du travail, de la discrimination raciale, contrairement à la discrimination sur base du genre ou le harcèlement. Si on regarde les accords interprofessionnels, les conventions collectives, on voit souvent des dispositions sur la discrimination ou sur l'égalité de traitement homme-femme, mais très rarement sur la question de la discrimination raciale. On voit des dispositions sur le harcèlement, mais pas sur le harcèlement racial, donc plutôt sur le harcèlement moral et le harcèlement sur base du genre. Il y a aussi l'ITM qui n'a pas eu de plainte. L'ITM peut aussi intervenir s'il y a discrimination raciale. Les structures ne sont pas toujours identifiables au niveau de l'entreprise. Il y a parfois des comités harcèlement qui peuvent exister, mais il n'y a pas souvent de structures identifiables au niveau de la discrimination raciale. Le patronat peut aussi jouer un rôle au niveau des conventions collectives, la charte de la diversité, sensibiliser à l'atout de la diversité. Comme les chambres professionnelles, il y a la chambre salariée qui avait publié une brochure il y a quelques années. Les quatre affaires devant le tribunal de travail au niveau des victimes se sont tous soldés par un échec pour la victime.
il fallait apporter en fait des faits pour présumer la discrimination. Et la partie défendre reste devait prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. Le problème, c'est que le tribunal de travail a systématiquement considéré que la victime présumée reste en défaut de rapporter un indice permettant d'établir une discrimination et d'établir un lien causal entre l'acte présumé et le motif. Donc, il y a très peu de cas, et quand il y avait des cas, c'était négatif. Quelques recommandations, donc on a toute une, je ne vais pas maintenant aller dans les détails, c'est des recommandations par thème, par domaine sociétal, qu'on a structurées selon 5 objectifs: sensibiliser, former, le cadre légal, adapter les institutions, améliorer la connaissance et améliorer l'accueil. Au niveau sensibilisation, c'est pas seulement une sensibilisation générale, mais aussi une sensibilisation ciblée sur les acteurs dans les domaines sociétaux. Je vais un peu plus vite, sinon je prends trop de temps. Renforcer et appliquer le cadre légal. Il y a une réforme de l'assistance judiciaire aussi qui est en cours, donc il faut renforcer l'accès à la justice. Des fois aussi, ce qui manque au Luxembourg, c'est des dépliants pédagogiques. Souvent, ça reste, on reprend les mêmes formules qui sont inscrites dans la loi, mais ne sont pas accessibles aux personnes, vraiment ou compréhensibles. Renforcer le volet répressif, le cadre institutionnel, notamment CET. L'échange entre autorités judiciaires et société civile, améliorer la connaissance des phénomènes, aussi entre les différentes administrations, la justice, les acteurs, le CET et les acteurs de la société civile. Améliorer l'accueil des victimes qui est très central. Les victimes ne se reconnaissent pas ou ne se reconnaissent pas dans les structures. Je vais passer un peu plus vite. Au niveau de l'emploi, donc c'est une question, c'est la question de la transparence des recrutements. C'est la question un peu, est-ce qu'on peut réfléchir au niveau des discriminations raciales, que la discrimination raciale ou sur base des autres motifs racial, handicap, orientation sexuelle, trouve la même place dans les conventions collectives ou dans les accords sectoriels ou intersectoriels. Il y a aussi la question, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi au niveau des entreprises pour un point focal au niveau des autres motifs de discrimination que de nouveau homme-femme ou le harcèlement. La question du rôle des délégués d'entreprise et des délégués à l'égalité, limiter toujours égalité homme-femme, au niveau légal en tout cas. Le guide pratique, donc la question aussi c'est, il y a la loi qui est assez technique, mais on manque d'exemples pratiques aussi au Luxembourg. Et l'école supérieure du travail, le dernier temps, n'avait pas non plus, en tout cas quand on avait fait l'étude, n'avait pas non plus mis les discriminations sur le lieu de travail. Ça n'a pas tombé, ce n'est pas tombé sur un intérêt des délégués en fait. La question des inspecteurs de l'ITM qui sont bien sensibilisés pour l'instant à la traite des êtres humains, mais peut-être encore moins à la discrimination. Ils ont aussi l'optique surtout du harcèlement, harcèlement moral sur les lieux de travail, mais pas de la discrimination ethno-raciale ou du harcèlement racial, par exemple. La question des structures à connaître et les rôles qu'ils peuvent jouer, les syndicats, les associations, l'ITM. La sensibilisation des niveaux hiérarchiques, pas seulement le patronat, mais aussi les positions intermédiaires de l'entreprise, les organisations signataires de la charte de la diversité, renforcer l'appui au niveau de l'échange des bonnes pratiques. Et si on discute de l'atout de la diversité, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi, il faut sensibiliser quand même aussi à la diversité, plutôt au droit sur l'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations. Diversité, c'est OK, mais il ne faut pas oublier aussi sensibiliser à l'égalité de traitement. Conclusion, le racisme et la discrimination, c'est une problématique sociétale, attaquée sur tous les fronts, dans tous les domaines par divers moyens, plusieurs formes de racisme et plusieurs formes aussi dans le domaine de l'emploi. Le racisme s'est un peu transformé dans le sens
qu'il y a peut-être un tout petit peu moins de racisme idéologique, mais beaucoup plus de formes et directement visibles dans l'espace public, mais plus des formes sournoises. Racisme idéologique moins présent, toutefois discours haineux sur les réseaux sociaux, problématique des microagressions et des stéréotypes fortement ancrés, problématique de l'invisibilité, la problématique du phénotype, donc une personne qui a une autre apparence, qui a des yeux bridés, ou qui est une personne de couleur est plus souvent victime, et intersectionnalité, si en plus on est femme monoparentale avec enfant, donc si je prends cet exemple-là, et les trois domaines clés sensibles, emploi, logement, éducation. Pour l'instant, on est en train de travailler sur un module victime qui va être publié l'année prochaine. Et puis, il y a aussi des conférences sur le racisme et les discriminations. Je pense que la prochaine, c'est le 17 novembre, à la Chambre des salariés, à midi, sur l'invisibilité et les mécanismes psychosociaux à la base du racisme et des discriminations. J'espère que c'était assez dense et j'ai pris beaucoup de temps, et j'espère que je ne vous ai pas trop bombardé avec des informations, et que j'espère que vous arrivez à les digérer, et merci pour votre attention.